Nous revoici sur la troisième session. Donc, on a vu qu'on travaillait au niveau du cloud, on travaillait également au niveau de la sécurité. Et quoi de mieux, une fois qu'on a mis en place ça, de bénéficier de l'intelligence artificielle, qui est vraiment un sujet passionnant. Alors, parmi nous, du coup, à distance, Benoît, qui est parmi nous, qui va intervenir en tant qu'avis d'expert de nos chers IBM, qui va nous donner quelques éléments. J'aurai le plaisir de te poser quelques questions. Et puis également, du coup, un client IBMI, Philippe. Peut-être, je vais commencer par Philippe. Peut-être présente-toi, du coup. Ouais. Bonjour, moi donc Philippe Ruot, je suis directeur général d'une société qui s'appelle Slib, qui est basée à Paris, Lyon et Lisbonne. Et on est donc une société qui a une trentaine d'années, environ 25 millions de chiffre d'affaires. Et on est actif sur je dirais quatre grandes lignes de produits. La première, c'est vraiment tout ce qui est back-office financier. Donc on vient servir des clients, soit intermédiaires financiers, soit banques, pour le traitement de leurs opérations, la comptabilité de leurs opérations. Ça, c'est le gros de l'activité. Ça a démarré comme ça. En fait, c'était la plateforme de la Bourse de Lyon à l'origine, qui est devenue une société d'édition de logiciels. On a des outils qui pilotent le risque, assez liés à cette activité-là. Et ensuite, on a toute une infrastructure un peu au service de la place de Paris sur l'échange d'informations financières entre des banques, des entreprises. On fait du vote électronique, etc. Et on a effectivement une grosse base de notre infrastructure qui est sur IBMI. D'accord. On aura l'occasion du coup de regarder comment l'IA dans ton entreprise. Juste une petite précision déjà. Très heureux que Philippe ait accepté notre invitation. Parce que la Slib fait partie de nos clients historiques. Ouais. Donc, ils sont clients Arcade depuis 1998. Et donc je pense en fait le métier d'éditeur est quand même un métier qui est fortement impacté par l'IA, parce que donc quand le sujet de l'IA, il va de soi qu'on va le restreindre à tout ce qui est relatif au développement. Donc on n'a pas pour vocation là, donc durant cette session là d'aller balayer tous les cas d'usage de l'IA, notamment dans le côté plutôt utilisateur, hein, vous l'avez compris. Donc on va se focuser plus sur quel est l'impact de l'IA sur le métier du développeur. Donc je tenais à faire cette précision quand même. Tu as tout à fait raison. Du coup, au niveau de l'animation, je crois qu'on a posé une question et nos interlocuteurs ont commencé à répondre. Laurent, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les premiers éléments d'attention sur l'IA ? Donc il y avait une question qui était: classer ces usages potentiels de l'IA sur IBMI selon leurs priorités pour vous. Et dans le tiercé tête, on a donc la génération automatique de code, l'optimisation de la performance applicative et l'analyse prédictive à partir des logs. Donc du coup, beau lien avec le sujet d'avant, donc c'est cohérent. Du coup, on va commencer, Benoît. Alors peut-être, c'est vrai que je ne t'ai pas laissé te présenter. Je ne sais pas s'il reste encore une personne en France qui ne connaît pas Benoît, mais peut-être tu peux quand même te présenter en deux mots. Merci à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Impeccable. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous. Donc moi, je suis ingénieur IA au sein du Client Engineering, basé sur Montpellier. Et dans cette session, j'espère vous éclairer sur les domaines de l'IA et comment on l'applique au monde IBMI. J'essaierai de vous inspirer humblement et de répondre à vos questions si besoin. Donc je crois qu'on avait quelques sujets à discuter dans cette première partie de la session IA. Oui, tout à fait. Il me brûle de te poser une première question. Alors c'est vrai que l'IA, on l'associe beaucoup à des logiques de solutions. Alors on voit pléthore de solutions qui sortent, des ChatGPT, Microsoft, etc. Enfin, beaucoup de beaux noms, IBM également, bien entendu. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas une actualité sur l'IA. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que finalement cette révolution de l'IA, est-ce qu'il y a déjà des solutions qui sont, entre guillemets, un peu interconnectables avec l'IBMI ? Est-ce que ça arrive à dialoguer avec l'IBMI ? Alors, excellente question, Laurence. D'ailleurs, je crois que j'ai préparé un slide à ce sujet. Donc, je peux partager brièvement ce... Donc, en effet, il y a
Donc si je devais résumer un peu ce qui se fait sur l'IA à l'heure actuelle, et je vais citer le CEO d'IBM qui a déclaré à Boston il y a 2 semaines dans l'événement Think, l'ère de l'expérimentation en IA est terminée. Voilà, donc lâchez vos stylos. Le temps maintenant est à l'action. Voilà, donc et je sais que, alors moi je suis sur beaucoup de projets clients, les early adopters sur ces sujets-là, y compris sur IBMI, ont déjà commencé. Ils ont déjà mesuré certains les gains, alors les forces et les faiblesses de la technologie, on va en parler de manière transparente. Comment ils ont amélioré la productivité, l'expérience utilisateur de manière générale. Et donc je vais essayer de découper finalement, et ça c'est un peu mon analyse, les différentes solutions qui sont disponibles maintenant en 3 catégories, et c'est ce que vous voyez sur cette diapo. Donc il y aurait 3 grands axes. Donc d'abord, et on en a parlé dans le sujet cyber, c'est la partie finalement l'IA dans l'aspect opérationnel, l'exploitation. Donc on parle d'AIOps, d'automatisation, d'aide à l'analyse des logs dans la cyber par exemple. Donc ça c'est la première grande catégorie. Et on a des outils pour cela. Je pourrais élaborer un petit peu plus. On a le deuxième pan qui est finalement, on va pas trop insister aujourd'hui là-dessus, mais c'est sur l'IA appliquée au métier. Comment des algorithmes peuvent aider à automatiser certaines tâches dans le transactionnel, en exploitant un peu mieux les données du système d'information, et en y incluant les données qui viennent par exemple de mon DB2 4i. Et on a également l'IA, et c'est un peu mon domaine de prédilection, comme aide et assistant au développement, y compris sur IBMI, et au développement et à toute la chaîne DevOps en général, avec de l'automatisation de tests, de génération de code. Et j'ai vu, je crois, dans le sondage, que c'est quelque chose qui parle à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et donc, je vais un petit peu plus détailler peut-être sur cette partie-là. Est-ce que ça répond à ta question, Laurent? Ah, tout à fait, tout à fait. Impeccable. Et j'ai envie aussi de poser une question, tiens, à Philippe. Puisque du coup, c'est vrai que dans la découverte d'un patrimoine IBMI, alors souvent on parle de milliers de programmes, des millions de lignes, des milliers de fichiers. Et je me rappelle une discussion qu'on avait eue, ça fait assez longtemps qu'on travaille ensemble sur cette découverte accélérée d'un patrimoine. Et tu étais vraiment un des premiers à nous parler d'aller mettre de l'IA dans tes outils. Concrètement, qu'est-ce que tu as pu faire par rapport à ça? Là, c'est clair que pour nous, l'IA, l'introduction de l'IA dans notre technologie, c'est ultra stratégique et c'est en train de carrément transformer notre entreprise au point que parce que donc là, on a sorti l'année dernière donc un produit qui s'appelle Discover. Et Discover, en fait, c'est le résultat de nos 33 ans d'expérience sur l'analyse d'applications qui sont en train de se transformer en comment on va aborder des nouvelles populations en fait, d'utilisateurs dans la connaissance de l'existence. C'est pour ça que c'est aussi enthousiasmant que ça, que c'est des outils qui existent depuis toutes ces années donc, au sein de l'offre arcade et qui sont en train maintenant de se répandre à des populations qui, jusqu'à présent, n'avaient pas accès à cette connaissance des applications-là qu'à travers en fait, les développeurs. Donc il y avait une espèce de pouvoir suprême de la part du développeur donc, sur cette connaissance qui est en train de complètement exploser. Et notamment donc, les business analysts, les data scientists ont besoin en fait, de cette information-là et vont pouvoir y avoir accès sans passer par la case développeur, hein. Ni plus ni moins que ça. Quoi. Donc on voit qu'effectivement les éditeurs hein. s'emparent de l'intelligence artificielle sur le monde de IBM. Du coup, Benoît, ma deuxième question, j'ai envie de te poser la question, c'est de dire comment j'arrive à partir d'une situation initiale, entre guillemets, où l'IA, on ne connaissait pas trop, à véritablement une étape ultime qui serait l'IA pour tous. Oui, alors déjà, bon, on a dit que la phase d'expérimentation est terminée, mais c'est pas forcément vrai. Donc, je vous encourage déjà à expérimenter. Tout le monde, je pense, a déjà
pu essayer certains modèles qu'on appelle LLM, hein, qui ont un petit peu réponse à tout. Et ça, je pense que les développeurs qui m'écoutent aujourd'hui, les utilisateurs ont tous, et le citoyen que je suis, on a tous essayé certaines technologies autour de la générative AI. Et donc, il y a des briques qui sont disponibles à l'heure actuelle pour démarrer rapidement sur un projet, que ce soit des briques dans le cloud, très faciles à consommer, ou des briques que l'on peut installer chez soi, y compris sur son IBMI et sur son système Power. Donc, il y a une démocratisation de la technologie, c'est vrai, parce que auparavant, on était sur des technologies un petit peu plus donc, de machine learning, deep learning assez traditionnelles, où il y avait certainement besoin d'un peu plus de connaissances, de data scientists pour entraîner de manière supervisée. Aujourd'hui, donc c'est encore valable, hein, bien sûr, on a besoin de ce genre de briques prédictives ou de classification. Néanmoins, les large language models, et on le voit maintenant, démocratisent l'usage de l'IA, puisqu'ils sont beaucoup plus importants, ils sont capables d'appréhender beaucoup plus de données. Et on revient avec ce qu'on vient de dire. Les LLM à l'heure actuelle vous permettent de démarrer sur un projet. Vous avez, je ne sais pas, dans la logistique, la gestion des stocks, vous avez des cas d'usage, on va dire, divers et variés. Donc ça peut être la planification de la production, la détection de fraude. Vous avez un petit cas d'usage. Donc je dirais que pour démarrer, pour répondre à ta question, il faut se faire accompagner. Et je vois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de... donc toutes les personnes présentes sur ce plateau ont des connaissances sur cette technologie-là. Également, voilà, donc se faire accompagner pour déterminer les cas d'usage. Ça, c'est important, les cas d'usage. Les gains potentiels, les critères de succès. Et derrière, choisir les technologies qui seront nécessaires. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a des technologies éprouvées et des nouvelles technologies LLM qui permettent d'appréhender le sujet beaucoup plus rapidement, avec des résultats assez rapides qu'on peut évaluer. Alors, moi, je l'ai fait beaucoup avec la partie développement, mais c'est vrai que voilà, je vous invite à vous rapprocher je pense, d'interlocuteurs. Bon, IBM nous-mêmes, hein, on a une équipe écosystème, d'ailleurs, hein, j'en profite pour faire un petit peu la publicité de l'équipe écosystème pour les partenaires et les éditeurs. Nous, Client Engineering, humblement, on aide nos clients, et je sais que vous, Gaïa, bien sûr, voilà, tous les partenaires ici présents, Hardis, sont à même d'aider sur ces sujets-là, Arcade, etc. Donc voilà, donc je vous invite à vous rapprocher, je pense, de gens qui connaissent les technologies, mais parler cas d'usage et gains potentiels d'abord, et c'est un peu c'est un peu notre méthodologie à nous. Détecter les cas d'usage et essayer derrière de dérouler un premier POC peut-être assez simple et démarrer comme cela. Et donc on part d'une situation où on n'exploite pas l'IA, l'automatisation possible, l'amélioration de l'expérience utilisateur, et on arrive assez rapidement avec un prototype. Et d'ailleurs, voilà, peut-être que c'est l'occasion de montrer peut-être le slide numéro 2, qui est un prototype qu'on a réalisé avec donc un client. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas de la science-fiction. Donc ici, on sort de l'aspect développement, aide aux développeurs, mais c'est l'utilisation de l'IA agentique, donc avec une brique IBM qui s'appelle Orchestrate, qui fait une orchestration multi-agent, multi-intelligence artificielle, et qui va être capable d'aller chercher via des API. On a parlé d'API management tout à l'heure sur IBMI, via des API des données dans l'IFS, dans la base de données, et donc derrière, avec un assistant multi-agent, l'utilisateur final va être capable d'aller interroger finalement la base de données, la base de connaissances, et derrière résumer cela, et ici dans ce cas d'usage, résumer cela dans un mail en agrégeant des données qui viennent de différentes sources de données, y compris sur l'IBMI, et qui m'envoie directement un mail. Donc tout ça, c'est une succession d'agents, un workflow traditionnel que l'on peut voir dans les entreprises quand on automatise un processus métier, augmenté avec de l'IA, et ça avec de l'IBMI. Voilà, donc c'est un petit exemple, hein, que je voulais... ouais. Donc c'est très concret, ça existe déjà. Ça existe déjà. On a vu dans les préoccupations, en tout cas dans les attentes liées à l'IA, le côté code.
Alors je sais que nous, voilà, chez Hardis, le code qu'on aime bien, c'est le code Adelia. Voilà, on mène des actions pour se dire comment lire plus facilement du code Adelia et être dans un mode Adelia assistant. Et puis du coup, j'ai envie de poser une question à Nathanaël. Je sais que depuis quelques temps, on pousse à l'utilisation de VS Code, qui est vraiment l'outil pour moi idéal du développeur. Et il me semble que du coup, on commence à avoir des add-ons boostés à l'IA à l'intérieur de VS Code. Tu peux nous en parler un petit peu ? En tout cas, je pourrais parler certainement de Copilot déjà, qui est l'outil le plus facile, en tout cas pour le développeur, à aller intégrer dans du VS Code. Et pour le coup, Copilot fournit des résultats aujourd'hui en termes de génération et d'explication de code. On peut agir. L'intérêt de VS Code, très rapidement avec Copilot, c'est qu'on peut sélectionner un morceau de code et demander directement de l'explication ou de la transformation ou de la génération d'un morceau de code. Il y a quelques mois, on avait des résultats, comment dire, avec une pertinence assez moyenne. Voilà, il y avait un petit peu de tout à l'intérieur. Mais aujourd'hui, si tu fais le même test toutes les 2 semaines, tu as des résultats différents et qui progressent extrêmement vite en termes de capacité. Et sans aller plus loin, je sais que IBM a également des projets de générateurs, par exemple, spécifiques pour le RPG. Et IBM basé sur des modèles Granit, etc. Mais IBM a annoncé que ce serait disponible en priorité sur VS Code, par exemple. Donc c'est effectivement l'outil aujourd'hui qui est le plus adapté par rapport à ça. Effectivement, et c'est vrai que ça va à une allure phénoménale, parce que on évoquait lors de la session 3 d'OpenURI, on commençait un peu à parler d'IA, mais c'est vrai qu'en 1 an, c'est fabuleux. Petite question, Benoît, parce que du coup cette technologie qui est extrêmement importante, puissante, est-ce que du coup elle est uniquement réservée vraiment aux entreprises qui auront les moyens de se la payer, en gros les très grosses entreprises, ou est-ce que n'importe quel utilisateur IBMI, modeste soit-il, pourra utiliser cette techno ? Alors aujourd'hui, donc nous on a une stratégie, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, Nathanaël, on est en train d'entraîner, donc on voit qu'il y a un petit peu l'avènement des modèles qui vont être capables de lire et écrire du RPG et plus tard des langages de l'IBMI pour assister les développeurs. À l'heure actuelle, vous pouvez complètement consommer ces modèles-là dans un cloud. On a parlé tout à l'heure de Copilot, GitHub Copilot. On a aussi d'autres clouds qui proposent cela. Nous, chez IBM, on propose du watsonx.ai avec des modèles. Donc, on paye au token, c'est accessible par API et avec votre VS Code. Maintenant, voilà, donc ça, c'est pour démarrer. Ensuite, moi, j'ai des clients qui souhaitent aussi garantir, on a parlé de propriété intellectuelle, de compliance, etc., et éventuellement de performance et de coûts. Donc j'ai aussi des organisations qui souhaitent maintenant déployer ce genre de modèle avec leur poste de travail connecté à ce modèle chez eux ou chez un hébergeur de confiance. Et dans ce cas-là, c'est là où on commence à avoir des projets, nous, avec des modèles Granit. Donc Granit, c'est les modèles open source IBM, gratuits, que l'on déploie sur du Power chez soi, avec quelques processeurs mémoire, avec le jeu d'instruction MMA, si vous avez un Power 10 ou bientôt un Power 11. Et voilà, et derrière, on a une qualité de service, un nombre de tokens par seconde, donc de mots qui sont générés pour ces tâches-là, qui sont impressionnantes, avec un coût minimal. Donc aujourd'hui, pour parler démocratisation, les LLM, ça démocratise on va dire cette partie-là. Et derrière, on peut composer avec des modèles dans le cloud assez facilement, et des briques aussi on-prem chez soi, et c'est d'ores et déjà disponible avec des modèles open source. Voilà. C'est excellent, donc tout le monde peut vraiment accéder à ces usages. Alors après, comme on a vu aussi avec le cloud, attention à trop consommer, parce que du coup la facture peut quand même à l'usage, mais en tout cas au moins tout le monde peut démarrer. Philippe, au niveau de ton entreprise justement, je suppose que voilà, l'adoption de l'IA n'est pas apparue comme ça par hasard. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles ont été un peu les premières actions? Comment tu as réussi à introduire un peu l'IA dans la culture d'entreprise? Moi, en fait, juste avant de rejoindre, c'était à peu près il y a 2 ans, de rejoindre Slip, j'étais chez BNP Paribas, j'étais en charge du digital, et donc j'avais déjà
eu pas mal consommé tous les sujets autour de l'éducation. On avait déployé des programmes de robotisation, des agents virtuels, etc. Donc j'avais déjà un peu cette culture-là. Et c'est vrai qu'en arrivant chez Slib, ils n'avaient pas du tout regardé, quoi. Donc on a très vite appliqué la même méthodologie, c'est-à-dire des ateliers avec des externes. On a fait venir des alternants aussi d'écoles d'ingénieurs qui nous ont aidés à développer des premiers prototypes et de montrer que finalement c'était relativement accessible à partir du moment où on s'y intéressait sur des cas très concrets. Dans les prototypes qu'on a développés assez rapidement, c'est par exemple de l'aide à la rédaction des appels d'offres, parce qu'on reçoit beaucoup sur le vote électronique pour les élections professionnelles. Il y a toute une vague d'appels d'offres et donc c'est souvent les mêmes questions, et donc on a regroupé les données, on les a stockées, exploitées et ça c'est des alternants qui ont fait ça, et donc ça a montré un peu concrètement ce que ça faisait. Mais ça a surtout été fait autour d'ateliers, de formation et de cas concrets, exactement comme ça a été présenté. Ouais, donc, du coup, l'humain est vraiment au cœur de cet accompagnement. Et justement, alors c'est vrai que au niveau RH, au niveau collaborateur, on peut avoir des collaborateurs plus ou moins techniques, plus ou moins jeunes et plus ou moins vieux. Du coup, comment un petit peu les collaborateurs de ton entreprise ont pris un peu l'introduction de l'IA au sein de l'organisation ? Globalement, je dirais les gens sont très motivés et plutôt impatients en fait qu'on leur mette à disposition les outils et les moyens nécessaires, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas très gros, donc on essaie de déployer. On a des licences GitHub Copilot pour toutes les équipes de développement, ça c'est relativement accessible. Après, on essaie de mettre du Copilot aussi pour mais ça on le fait très progressivement. Y a plutôt une impatience, je trouve, sur le fait d'être outillé, d'être formé, etc. Et ça, on ne peut pas le faire. On n'a pas trop les moyens, et donc il faut arriver à trouver, en tous les cas, à faire la balance entre les synergies qu'on peut avoir et les moyens qu'on met. Et aujourd'hui, c'est pas encore très facile à gérer, quoi, je trouve. Un spécialiste des ressources également, Thomas, puisque du coup, effectivement, via la pépinière, qui est une super chose, du coup, tu vois passer aussi pas mal de personnes qui doivent à la fois être enthousiastes sur l'IBMI, et c'est le cas. Je suppose qu'ils sont aussi enthousiastes d'utiliser de l'IA, et du coup, comment ça se passe un petit peu ce binôme ? Eh ben, déjà, ça Nathanaël le sait, on a eu il y a quelques sessions déjà des juniors qui ont utilisé l'IA pendant les TP, pendant le projet de fin de formation. C'est marrant parce qu'en fait les formateurs l'ont tout de suite vu, parce que peut-être qu'à l'époque ça se voyait. Peut-être moins aujourd'hui, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que j'allais poser une question tout à l'heure et juste dire que il y a beaucoup dans le monde de l'IT, pas seulement dans l'IBMI, il y a beaucoup de réticence au changement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur un peu de l'IA. On peut le voir aujourd'hui dans la presse, dans les médias. L'IA va me prendre ma place, va me prendre mon poste. Moi, je vois l'IA surtout comme un outil, un facilitateur, quelque chose que je pense à moyen terme, à court terme, moyen terme, les développeurs devront avoir dans leur manche, être capable d'utiliser ces outils. Bref, donc pour revenir à ce que la question initiale, oui, en tout cas sur nos pépinières, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on intégrera de l'IA, enfin des modules, enfin l'utilisation de l'IA en tout cas dans nos pépinières. Mais en tout cas, sans l'avoir fait, d'eux-mêmes, les juniors l'ont fait. Ils ont anticipé. Moi, on m'a toujours dit qu'en tant qu'ancien informaticien, un très bon informaticien doit être un peu feignant, c'est-à-dire qu'il doit automatiser un maximum de choses. Je pense que l'IA, ça rentre typiquement dans ce domaine-là. Donc voilà. Donc oui, il y a une vraie émulation, en tout cas sur les profils, les gens arrivant dans le monde de l'IBMI sur l'IA, et ils sont beaucoup plus en plus, comme c'est des jeunes. Par rapport à nous, je ne parle pas pour Philippe, je ne le connais pas assez pour dire ça. Ils sont déjà assez bien informés sur l'IA. Donc voilà. Ouais, donc c'est vraiment passionnant, cette révolution IA va avec la révolution IBMI, et c'est vrai qu'on est vraiment dans la synergie des deux
et pas du tout en termes d'opposition. Philippe, du coup, avec un peu de recul, maintenant que tu as commencé à, je dirais, mettre les petites graines de l'IA au niveau de ton entreprise, est-ce que tu arrives déjà à faire un premier bilan et puis peut-être mesurer des premiers résultats, des premières réussites au sein de ton organisation ? Alors, il y a des premières réussites sur justement l'époque qu'on est en train d'industrialiser, sur l'accès à l'information, les appels d'offres. Donc ça, c'est déjà des choses concrètes. On a aussi proposé à un certain nombre de nos clients de mettre en commun des moyens pour développer de la veille réglementaire. Ça, c'est quelque chose qui, voilà, dans notre base de clients, il y a beaucoup de banques et donc ils dépensent beaucoup de moyens sur les réglementations européennes, etc. Donc on a proposé de faire une mise en commun et l'exploitation de l'IA pour interpréter les textes, les comparer, faire des résumés, etc. Donc ça, on a avancé et on a développé aussi une plateforme qu'on essaie de commercialiser. Donc ça, c'est des choses très concrètes. Après, ce qui est délicat, je trouve, c'est maintenant, c'est quel investissement financier on doit mettre supplémentaire et quelle augmentation d'efficacité on aura. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à le modéliser. Alors on se pose des questions, par exemple pour notre budget 2026, en se disant finalement avec un développeur, selon les profils de ressources, ils seront 10, 20, 30% plus efficaces. Donc j'augmente ma capex volontairement dans le budget, mais on n'a pas encore modélisé ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que on déploie l'outil, mais on a très peu de KPI pour dire finalement qu'est-ce qu'on gagne, quoi. Et pour l'instant, pour le PNL, je le vois vraiment pas, quoi. Alors c'est sans doute un peu tôt, mais c'est à l'échelle de nos moyens, c'est indispensable de mesurer notre efficacité. Et ça, voilà, on n'a pas encore les clés là-dessus. Oui, nous c'est pareil. On manque un peu de recul encore par rapport à la mesure des gains de productivité, de toute évidence. Ouais, donc on est peu dans une logique d'ROI. On sait que de toute façon, il faut aller vers cette logique. Voilà. C'est dans le sens, il faut se l'approprier. Ça va prendre un petit peu de temps, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une telle évolution de la technologie à une vitesse phénoménale que de toute façon, si on ne prend pas le train en marche maintenant, les autres vont le prendre, quoi. C'est ça. Et puis, alors après, il y a des domaines sur lesquels il y a une efficacité avérée qui est vraiment très palpable et d'autres domaines où c'est plus compliqué. Donc je pense entre autres à, par exemple, la création d'une interface full web en React ou Angular sur la base de quelques bouts de spec. Ça c'est vraiment relativement impressionnant parce que donc, le code généré il est propre et c'est sûr qu'il n'y a pas photo en termes de comparaison à ce que pourrait produire un développeur dans ce domaine-là. Par contre, après, derrière, dès qu'on touche au niveau du legacy, là, on manque un peu de recul encore. Alors moi, si je voulais juste ajouter, pour la Laurent, création de nouveaux codes, c'est évident, de code nouvelle techno, là, il n'y a pas photo. Par contre, après, au global, c'est plus... Tu voulais rajouter quelque chose, Benoît, du coup ? Ouais, alors juste j'ai commencé à avoir une petite expérience là, alors d'1 an et demi sur la partie code assistant appliqué au mainframe avec BMZ et COBOL, qui pourrait, on va dire, donner des perspectives également sur IBM-i. Donc les retours des clients que l'on a, donc c'est des statistiques, j'ai à peu près une quarantaine de projets sur ce sujet-là. Ce qu'on peut dégager comme tendance, ce que m'ont dit les clients, c'est qu'ils divisent par 2 le temps de compréhension du code grâce aux explications que peut donner à la fois des outillages un peu traditionnels augmentés avec de l'IA. Donc divisé par 2. Et ce qui leur a permis, donc ça c'est aussi des cases qu'ils ont cochées, d'embarquer des plus jeunes, des gens qui sont, voilà, la partie compétences, des gens qui ne connaissent pas forcément l'application métier, ils vont être capables d'être embarqués plus rapidement. Et donc voilà, divisé par 2, 50%. Ensuite, on a la partie aide au refactoring, où là c'est à peu près 30% de gains à l'heure actuelle, peut-être par la faiblesse des outils, hein, ça va être plus mature bientôt. Et la génération de tests unitaires, par exemple, on est à peu près à l'ordre de grandeur, c'est 10-20% du temps gagné à l'heure actuelle par rapport à ce qu'ils font déjà manuellement. Voilà, donc c'est à peu près les tendances. Donc vraiment sur l'explication de code,
Alors la génération de code, pas tellement pour l'instant. Pour le legacy, on n'a pas assez de recul, comme tu l'as dit Philippe, puisque c'est pas vraiment mature. Mais en tout cas, pour ces deux ou trois phases, on peut diviser par deux. On a un gain potentiel qui va de 50 à 20% suivant les organisations et suivant les phases. Voilà. Merci Benoît. Alors c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des applications d'un point de vue source des programmes. C'est vrai qu'au niveau d'une application, elle tourne aussi avec des données. Et je pense que on a vu que la découverte de millions de lignes de code peut être accélérée et peut aider l'analyste à mieux comprendre. Après, d'un point de vue accès à la donnée et du data model, peut-être Nathanaël, est-ce que tu as pu déjà un peu expérimenter l'exploration un peu des data models, sachant que c'est toujours un peu la difficulté de dire où sont stockées mes données, comment elles sont structurées. Assez peu pour l'instant, pour être honnête, parce qu'on a des outils plus traditionnels qui vont aller chercher des relations non exprimées dans la database par l'analyse de la data pour essayer d'avoir des statistiques d'adéquation. Donc aujourd'hui, effectivement, ça fait partie des sujets. Et là-dessus, en fait, au sens large, l'idée, c'est ce qu'on disait précédemment, en fait, c'est de pouvoir agréger des sources de données différentes. Donc, par exemple, il y a la donnée stockée en database, il y a la métadonnée qui sont, pour le dire techniquement, toutes les données du catalogue qui permettent de donner la structuration correspondante. Et puis là, on arrive effectivement à un troisième niveau d'analyse qui permet à la fois de prendre ça et d'avoir du recul dessus. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de projet opérationnel dessus. On a fait des tests et on a essayé vous avez aujourd'hui aussi des outils, parce qu'on parlait des modèles tout à l'heure, de Granit ou de Copilot, enfin des modèles dédiés spécifiques. Vous avez aussi aujourd'hui des outils multimodèles qui sont capables d'aller interroger différents modèles et de vous remonter la réponse la plus pertinente. Je ne sais pas si c'est une IA qui choisit la réponse la plus pertinente par ailleurs, mais vous avez des outils, d'ailleurs basés sur VS Code pour certains, qui sont capables d'aller chercher le modèle le plus adapté à une question particulière. Donc il y a tous les cas d'usage, il y en a plein, et puis effectivement, on le disait tout à l'heure, il y a la compétence aussi à l'utilisation, et on disait, pour les développeurs aujourd'hui ou pour tout le monde, être capable de faire un prompt, ça va devenir une vraie compétence, quoi. Donc c'était pour revenir sur la question des il y aura un module prompt dans la pépinière, obligatoire. Bientôt, ouais. Donc non, ça fait partie, en tout cas, sur les découvertes, comme pour les découvertes de code, la découverte de données, effectivement, ça fait partie des sujets. Et c'est vrai qu'en plus, quand on s'oriente vis-à-vis des utilisateurs, des applications, c'est vrai que de mettre à disposition finalement d'un prompt plus simple, en langage naturel, de dire, quelles ont été les commandes de tel client, etc. Et de ne pas demander à un programme de le faire, de le développer et autres. Je pense que ça, c'est aussi un cas d'usage qui va être important. Et avec cette compréhension du modèle de part et en termes d'entraînement, et pouvoir après mettre à disposition ce qu'on appelle des data platforms. Et je pense que tout en les sécurisant, tout en accédant au cloud, et je pense que ce côté aussi sécurité, c'est vrai qu'on a peu parlé aussi, y compris sur cette logique de source. Alors, c'est vrai que les sources, il y a une logique un peu de propriété intellectuelle, peut-être moins forte quand même que sur les données, mais quand même qui existe. Et je pense qu'on a encore un petit challenge un peu là-dessus, puisqu'il y a quand même pas mal de grands noms un peu américains, on a Mistral, le petit français, qui booste aussi, mais je pense que ce côté sécurité des sources et des données va rentrer. Après, je pense qu'on est quand même bien armé en France pour faire des choses là-dessus. Laurent, peut-être, est-ce qu'il y a des questions qui seraient sans réponse pour l'instant? Non, parce que Benoît y a répondu dans le chat directement, donc pour l'instant c'est suivi. Il est trop fort, ce Benoît. C'est l'avantage d'être à distance. Voilà. Voilà. Il est trop fort. Alors c'est vrai que pour la petite anecdote, l'IA, je pense que c'est vrai que c'est un outil entre guillemets magique. Alors, comme je disais, qui est accessible un peu à tout le monde. En gros, je crois qu'on a quasiment tous maintenant un petit abonnement à 20 €. Alors, à force d'en prendre un peu trop, ça commence à faire beaucoup. Mais par exemple, c'est vrai que quand on a préparé nous cette session d'OpenURI, on l'a utilisé aussi pour préparer, se donner un peu d'idées. Après, on sent quand même qu'à un moment donné, il faut un peu le driver quand même, parce que on sert quand même aussi à quelque chose. C'est un peu rassurant aussi. On n'a pas juste à poser la question à l'IA et finalement plus besoin d'experts. Donc je pense que c'est un bon lien.
peut-être toi Philippe par rapport à ça, vis-à-vis un peu de l'IA et de la promesse un peu de l'embarquer dans tes progiciels. Est-ce que tu as déjà des premiers retours de clients qui te remercient de l'avoir adopté dans tes progiciels? Qui ne me remercient pas encore à ce stade-là, mais par contre, le niveau d'intérêt est vraiment extrêmement élevé, puisque donc, là, on est inclus chez un certain nombre de comptes, là, où, sur leur plan de transformation stratégique dans les 3 ou 5 ans qui viennent, quoi. Donc ça, c'est vraiment très enthousiasmant de voir que ils font confiance à notre techno et à la façon dont on va nous intégrer l'IA dans notre technologie. Donc là, pour être un peu plus précis, on en est au stade de construire en automatique les domaines fonctionnels. Donc c'est quand même pas rien, hein. Donc, sur la base du référentiel de métadonnées, on peut en déduire donc, une vue fonctionnelle des applications et de toutes les interactions entre les domaines fonctionnels. Donc ça, c'est un gros pan là, qui va sortir là, cet été. Et il y en a un autre aussi qui est fort attendu, c'est tout ce qui concerne le data lineage. Donc, data lineage, justement, c'est là où on est dans la fusion entre le code source et puis la data, puisque donc ça consiste à retrouver donc le cheminement de la data à travers les process et à identifier toutes les règles de gestion qui transforment la data au passage. Là, donc, nous, on avait un gros challenge là-dessus, c'est la représentation graphique, parce que c'est une quantité d'informations qui est absolument phénoménal, et donc là-dessus l'IA vient aider, parce qu'on va pouvoir donc interroger toute cette quantité d'informations importantes donc via un langage naturel, quoi. Donc, du coup le corollaire de tout ça, c'est comme évoqué, l'ouverture de la connaissance du système d'information à des populations qui jusqu'à présent devaient passer par les équipes de développeurs et qui n'étaient pas forcément, comment dire, très bien servis. Hein. Donc il y a des pouvoirs en fait qui sont détenus derrière ça. On ouvre la connaissance à plus de monde. Des pouvoirs d'autres. On en sait quelque chose en fait au niveau legacy, parce que la résistance au changement. Donc il y a combien de... Nous, on a vu des situations où les gens disaient « Oh non, mais si vous achetez Arcade, moi je démissionne. » Donc je démissionne, ça veut dire quoi, Ça veut dire que la direction générale, après, elle dit je vais perdre mes sachants, et si je perds mes sachants, là, je vais être vraiment en difficulté, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est aussi important et que ça devient une vraie révolution, parce qu'il y a une libération de ce pouvoir-là, en corollaire. Donc, c'est à la fois donc, la capacité à transmettre plus rapidement, c'est ce qu'a dit Benoît typiquement, et aussi donc, au passage sortir de cette forteresse qui peut être vraiment pénible pour une entreprise, quoi. Donc du coup, grâce à l'IA, finalement, la question de quitter ou pas la plateforme, elle va se pose différemment. Complètement, oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, plutôt que de rester dans une logique de dire je reste un peu par défaut, là on sait qu'on va être outillé pour beaucoup plus l'enrichir, la sécuriser, la faire évoluer. Oui, parce que là, la caractéristique, je crois, commune de tous les clients à IBMI, c'est qu'ils ont conscience en fait qu'ils sont sur des systèmes d'information qui ont été bâtis depuis ces 30 dernières années, et qu'elle est casser tout ça comme ça d'un coup d'un seul, c'est un risque qui est majeur et qui est donc de plus en plus difficile à prendre, donc, de toute évidence. Donc là-dessus vient se greffer en plus là maintenant la cybersécurité, parce que donc on a vu quand même que c'était une plateforme qui était quand même sérieusement armée pour être solide de ce point de vue-là, moyennant quelques adaptations, on est d'accord, donc on va quand même répéter ça au moment de la conclusion, et donc c'est ça qui est fabuleux, quoi, parce que on est de plus en plus data-centric, que vraiment ça c'est une plateforme qui
qui a toujours brillé par la qualité de sa base de données, parce qu'en plus elle est intégrée dans l'OS, donc il y a tous les avantages correspondants, et que derrière, après, en termes de traitement, on va libérer la capacité à faire des tas de bouts d'applications qui vont venir se connecter à cette data. Donc, on a vu, il y avait un article très intéressant de la part du DSI de Geodis là, qui est paru récemment, là, que je vous conseille de lire, là, qui dit là, donc maintenant, nous, tout est centré sur la data. Donc, on va après, derrière, justement, se libérer des contraintes, par exemple, d'un ERP, parce que finalement, c'est ça que c'est en train de révolutionner. Hein. Donc, c'est aussi donc, le monde de l'ERP. Hein. Il a du souci à se faire, hein, clairement. Ou l'hybridation en tout cas, du coup, de pouvoir faire en sorte de se dire je vais peut-être un peu loin là. Voilà, quand le progiciel a un module vraiment particulier à valeur ajoutée, on le prend. Quand le legacy a une valeur ajoutée, et de pouvoir combiner un peu les deux et de faire vraiment de l'hybridation à son rythme. L'autre Philippe, du coup, tu as réussi à introniser l'IA au sein de ton entreprise. Par rapport à notre public, et notamment des DSI qui n'auraient pas encore commencé, quel serait un peu le conseil que tu voudrais leur donner? En fait, maintenant, il y a quand même beaucoup de choses sur étagère, quoi. Donc, je pense que c'est quand même assez facile maintenant d'éduquer, de montrer. Il y a des choses qui sont visibles très rapidement. Donc, je pense que déjà, il n'y a pas de panique parce que plus ça va, plus c'est simple. Hein. Et donc, non, mais de démarrer comme ça par des workshops, embarquer le management, comprendre ce qui peut se passer. Effectivement, prendre des stagiaires, des alternants, enfin c'est incroyable, hein, les jeunes maintenant ils savent faire ça nativement et donc ils sortent des choses très vite, donc je pense que c'est le bon moyen. Et puis il faut y mettre, il faut prendre le sujet hyper sérieusement et y dédier des moyens importants parce que effectivement c'est une vague à pas rater, quoi. Ouais. Et peut-être pas être trop focusé trop vite sur une logique de calcul de ROI, oui, de c'est TCOE, vrai, c'est plutôt de l'adoption, des petits pas. Il faut y aller. De toute façon, il faut y aller. De toute façon, il faut y aller. Alors, idéalement, il y a du ROI et on peut mettre plus de moyens, mais de toute façon, il faut y aller, il faut outiller, etc. Et donc, c'est nous, ce qu'on essaie de faire, quoi. Très bien. Après, nous, on est pas mal limité après, on y revient sur la protection des données, c'est-à-dire que on veut embarquer beaucoup d'outils d'IA dans nos produits, mais pour ça, il faut faire de l'apprentissage, etc. Et comme c'est les données de nos clients, souvent, on est très limité là-dessus. Ça, c'est un peu une frustration, mais il faut essayer de faire comprendre aussi aux clients les bénéfices. Mais ça, c'est quand même, la protection de la donnée reste quand même un frein important pour nous. Tu voulais compléter, Thomas ? Je veux juste ajouter une petite chose par rapport à l'IA. Je pense que l'IA, ça va devenir un argument aussi pour attirer des gens. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils vont arriver chez vous, vont dire « Ah, il n'y a pas d'IA chez vous ?» Ah ouais, un peu comme on l'a eu avec VS Code, comme on l'a eu avec RDI, VS Code, le Free, tout ça. Je pense que l'IA, ça va devenir aussi un argument pour attirer des jeunes. Donc, il n'y a peut-être pas de ROI, mais aujourd'hui, je pense qu'un jeune qui va arriver... un jeune, pour dire comme un ami commun, un jeune qui va arriver, ça va être une question qu'il va poser, est-ce qu'il y a de l'IA chez vous, et ça va être un argument versus une autre boîte, une autre société, une autre compagnie, une entreprise qui ne fait pas d'IA. Voilà. Ouais, tout à fait d'accord. Donc petit mot de conclusion, donc on a vu que l'IA c'est pas juste un concept marketing, même si on aime bien nous les concepts marketing un peu quand même, mais voilà, il y a du vrai, il y a du concret. On a vu avec des témoignages clients et des experts que le fait d'aller vers ces logiques-là, ça commence à porter ses fruits. Au niveau des populations, qui est quand même le challenge numéro 1 du monde legacy IBMI, ça prend. Donc il faut se lâcher, il faut se lancer de manière aussi sécurisée, en lien avec ce qu'on a vu. Faut pas faire non plus n'importe quoi, mais il faut y aller avec enthousiasme. Et puis de networker aussi, parce que je pense que c'est important. Chaque initiative va enrichir. Il y a un peu le côté entraînement collectif. Et je pense qu'il faut dans cet écosystème IBMI, qu'on s'entraîne collectivement à parler l'IBMI de plus en plus avec l'IA et au bénéfice de tout le monde, quoi. Donc je crois que la prochaine session, c'est la clôture. C'est ça, Philippe ? Oui. Qu'on enchaîne tout de suite ? Non, d'accord. Bon, rendez-vous dans quelques minutes, 5 minutes exactement, pour avoir le mot de la fin.
Et donc merci. Et effectivement, merci beaucoup à Benoît et Philippe pour votre témoignage très éclairant.